Merci. D'abord, un grand merci au professeur Dominique Farge pour son invitation. Moi, je suis très honorée d'être devant cette assemblée et je la remercie également pour son accueil toujours chaleureux à Paris. Alors, le titre est un peu large et je vais le restreindre aujourd'hui à quelques travaux que nous avons faits dans le cadre de la sclérodermie systémique qui nous intéresse aujourd'hui dans ses applications, comme domaine d'application de thérapie par la fraction vasculaire stromale. Alors, cette orientation de l'utilisation de la fraction vasculaire stromale dans la sclérodermie systémique, elle a été impulsée dans notre institution par le professeur Magalon, qui avait l'expérience de l'utilisation du tissu adipeux dans ses effets volumateurs, selon un protocole maintenant bien standardisé, dans lequel le tissu adipeux est simplement débarrassé des résidus sanguins et injecté en sous-cutané. Cette stratégie de lipofilling a été beaucoup appliquée à des patients présentant un handicap facial et une sclérodermie systémique avec des effets qui ont été intéressants dans notre institution. Et c'est pourquoi l'idée a été de développer ces applications pour adresser le handicap de la main. Alors pour cela, il fallait un produit qui n'ait pas d'effet volumateur, mais dans lequel on concentre les effets trophiques, les effets angiogéniques. Et donc, on s'est orienté vers la fraction vasculaire stromale de ce tissu adipeux, donc qui, comme vous le savez, je passe très vite, est cette suspension hétérogène obtenue par simple digestion enzymatique, et dans lequel ont été caractérisés un certain nombre de cellules, évidemment des cellules stromales, plus récemment des progéniteurs endothéliaux, endothélial colony forming cells à activité vasculogénique, et qui nous intéresse nous beaucoup, évidemment des cellules péricytaires et puis des leucocytes. Alors cette fraction vasculaire stromale, certes, c'est un produit qui est, on va dire, moins sophistiqué que les cellules souches mésenchymateuses cultivées que beaucoup d'entre vous développent. Néanmoins, il pourrait avoir un certain nombre d'avantages. D'abord, la fréquence élevée de ces cellules souches ou progénitrices permet d'avoir un produit qui est faiblement manipulé. D'autre part, il y a un certain nombre d'études qui montrent que le fait de combiner différentes populations cellulaires peut, dans certains effets recherchés, et en particulier les effets sur l'angiogénèse, avoir un impact, je dirais, synergique, et donc il peut y avoir un bénéfice à un produit hétérogène. Nous avons développé ce type de thérapie dans un certain nombre d'applications. Certaines sont plus avancées que d'autres. Par exemple, nous avons montré l'intérêt de ce type de thérapie très récemment dans la cicatrisation des fistules complexes de la maladie de Crohn. Nous avons montré l'intérêt également dans l'amélioration de la voix chez des patients avec des cordes vocales cicatricielles. Et nous avons également adressé la sclérodermie, et je vais vous faire le bilan de tout ça. Alors, la sclérodermie, le principe est très simple, un prélèvement de tissu adipeux dans des conditions en circuit fermé, une manipulation au moyen d'un dispositif semi-automatisé en conditions compatibles avec la réglementation MTIPP et une injection dans les doigts des patients sclérodermiques. Tout ça dans un délai de 5 à 6 heures. Alors, où en est-on de ce type de thérapie aujourd'hui ? Eh bien, l'histoire, elle est résumée sur cette diapositive. Dans un essai de phase 1, des résultats très encourageants avaient été observés, avec évidemment la sécurité et la faisabilité, et puis l'amélioration, y compris à long terme, d'un certain nombre de paramètres, le handicap de la main par le score de Cochin, la douleur, le syndrome de Raynaud, etc. Suite à cet essai qui portait sur 12 patients, et que nous avons publié en 2014, eh bien, 2 essais de phase 2 randomisés, contrôlés en double aveugle contre placebo, ont été mis en place. Le premier, c'était un essai, le premier parallèlement d'ailleurs, c'est un essai conduit aux États-Unis par la société américaine Cytori Therapeutics, c'est le STAR Trial. Cet essai a inclus 80 patients avec une dose fixe de 40 millions de cellules nucléées par patient, donc 4 millions dans chaque doigt. Ce que montrent aujourd'hui ces résultats, qui ne sont pas encore publiés, mais dont je vous donne un peu la primeur, c'est que l'objectif principal de l'amélioration du handicap de la main n'est pas atteint quand on considère la cohorte entière. En revanche, l'analyse en sous-groupe montre un certain nombre d'effets intéressants, avec une amélioration ici du score de Cochin, mais ce que je n'ai pas illustré, des améliorations également significatives sur le Raynaud et la qualité de vie. Alors, qu'en est-il de l'essai français, puisque c'est celui-là qui nous intéresse en priorité?
avec la conjonction des équipes de médecine interne de Paris, de Rouen et de Marseille, nous avons pu inclure 40 patients dans l'essai Scléradec 2. Et cet essai est en cours d'analyse. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les améliorations que l'on observe dans le groupe traité par la fraction vasculaire stromale, une dose comprise entre 20 et 70 millions, n'est pas significativement supérieure aux améliorations que l'on constate dans le groupe placebo. Et ceci, par contre, des analyses supplémentaires sont en cours, mais en tout cas, cet essai n'a pas été successful sur l'endpoint primaire, malheureusement. Donc voilà où en est-on, et du coup, eh bien, c'est là où nous, les biologistes, on essaie d'intervenir pour ne pas mettre un terme à l'histoire, mais au contraire, considérer ces données comme le point de départ pour des stratégies futures. Alors c'est vrai que ce qu'on ne connaît pas, c'est les mécanismes d'action de la fraction vasculaire stromale. Vous l'avez bien dit, c'est compliqué avec les cellules souches mésenchymateuses, ça l'est probablement encore plus avec ce produit hyper hétérogène. La dose optimale, on ne la connaît pas non plus. Nous, on s'est basé sur des données de sécurité, mais il existe dans la littérature aucune relation aucune donnée qui illustre cette relation dose-efficacité. Et j'ai été intéressée tout à l'heure de voir que dans certains cas, moins il y a de cellules, plus l'effet recherché est intéressant. D'autre part, il semble effectivement qu'il y ait des hétérogénéités de réponse, et ça c'est un enjeu, mais un enjeu qui dépasse largement ce type de thérapie cellulaire pour s'appliquer à bien d'autres, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut identifier des patients qui sont répondeurs ou qui seraient susceptibles d'être meilleurs répondeurs à ce type de thérapie. Ce que j'ai voulu vous développer aujourd'hui, c'est une question qui évidemment fait largement sens, c'est y a-t-il un impact limitant du contexte autologue et peut-on effectivement alimenter à travers nos observations le débat entre des cellules autologues ou allogéniques. Alors évidemment, la fraction vasculaire stromale ne peut être qu'autologue, vu sa composition, c'était donc important d'adresser, de comparer cette fraction vasculaire stromale normale et pathologique. Dans quel objectif? Eh bien, identifier des cibles d'ingénierie cellulaire ou pourquoi pas des cibles de modulation pharmacologique qui permettent d'optimiser et de surpasser ces limites du contexte autologue. Alors, on a donc mené et mis à profit la collection biologique qui a été faite dans le cadre de cet essai de phase 2 pour Scléradec 2 pour pouvoir y faire une étude du profil phénotypique, transcriptomique, etc., de la fraction vasculaire stromale de patients SSC 24 versus des patients témoins, avec comme valeur ajoutée l'utilisation d'une fraction vasculaire stromale de grade GMP administrée aux patients. Alors c'est vrai qu'il y avait très peu de données, il n'y avait aucune donnée à ce niveau-là sur la fraction vasculaire stromale en conditions de SSC. Il y avait simplement ce papier récent qui montrait une désorganisation du tissu adipeux avec une diminution de la fréquence potentielle des cellules stromales. Rien d'autre sur la fraction vasculaire stromale dans sa globalité. Donc la première chose que nous avons fait, c'est de montrer qu'il n'y avait pas de modification des populations composant cette fraction vasculaire stromale en termes de population stromale, de péricytes, de cellules transitionnelles et du compartiment endothélial représenté ici. Pas de différence non plus dans les populations leucocytaires, mais ces populations considérées là de manière très, très grossière probablement encore à ce stade. Là, ce qui nous a intéressé, c'est l'activité vasculogénique, puisque dans notre essai Scléradec 1, l'effet le plus important était un effet sur la réduction, sur des effets vasculaires, sur la réduction du phénomène de Raynaud. Et donc, on a voulu vérifier quel était l'effet angiogénique. Donc, différents modèles ont été développés. Ce qui a été, globalement, il en ressort que la fraction vasculaire stromale de patients sclérodermiques a des propriétés angiogéniques qui sont très légèrement abaissées, qui sont conservées, mais on va dire très légèrement abaissées par rapport à celles de sujets sains. Je m'explique. Dans des tests in vitro, on ne voit pas de différence, ou en tout cas pas significative, dans des techniques de formation de tubes, dans des techniques de bourgeonnement in vitro. Par contre, si on étudie la formation de nouveaux vaisseaux in vivo dans des modèles d'implants de matrigelle chez la souris, à ce moment-là, on voit que la fraction vasculaire stromale de patients SSC forme moins de néovaisseaux quantitativement, et ils ont tendance à être moins fonctionnels ici après le marquage au dextran FITC par rapport à des sujets sains. Somme toute, l'activité est conservée, mais elle est, je vais dire, altérée modérément dans la sclérodermie. Alors ensuite, on a complété ces données d'une analyse plus globale, d'une analyse transcriptomique, et effectivement, une signature différentielle est apparue entre les patients, la SVF, encore une fois dans sa globalité,
SSC et contrôle. Parmi les gènes les plus fortement uprégulés, ou en tout cas différentiellement modulés en intensité, on a identifié par exemple la CE2, la péline, IDO1, la sérum amyloïde A, le facteur de croissance GDF15 et l'enzyme qui synthétise l'acide hyaluronique qui, elle, est down-régulée. Donc, on avait donc une signature différentielle et dans l'analyse des pathways, on a retrouvé effectivement des voies en lien avec la maturation et la croissance vasculaire et avec l'inflammation et les processus fibrotiques comme attendu. Alors, on a voulu pousser un petit peu plus loin cette analyse et comme finalement dans l'idée d'avoir des options d'ingénierie cellulaire future, on a réalisé cette approche d'RNA sequencing dans une technique single cells et on a vu donc l'hétérogénéité de la fraction vasculaire stromale dans ce contexte et on a pu confirmer que parmi les gènes qui étaient les plus fortement régulés, dysrégulés, eh bien, les différences atteignaient principalement les clusters endothéliaux et de cellules stromales. C'est le cas par exemple pour la péline, c'est le cas par exemple pour la molécule IDO1, alors que d'autres marqueurs comme par exemple SA1 ou GDF15 sont dysrégulés dans les deux types endothélial et stromal. Donc on a avec ça quelque chose qui effectivement est une vision assez macroscopique, mais qui nous permet quand même de penser que la signature différentielle porte majoritairement sur le compartiment endothélial et mésenchymateux. Alors, pour aller un peu plus loin et trouver des pistes, on a essayé d'appréhender, j'ai pas regardé l'heure, on a essayé d'appréhender d'abord la population mésenchymateuse. Alors, c'est vrai que l'impact de la sclérodermie est très documenté. Elle fait l'objet notamment d'une revue très intéressante par Madame Noël très récemment. Les données sont plus rares sur les ASC, avec effectivement des informations parfois divergentes. Alors, on a juste essayé, à partir de cette biocollection, de vérifier les propriétés générales des ASC témoins versus SSC, et on n'a pas vu de différence majeure dans la capacité clonogénique, dans les phénotypes, dans les capacités de différenciation et dans le degré de sénescence, qui, je l'ai compris, est probablement un point important. Alors, ce qui nous a quand même plus intéressé et qui est plus dans nos compétences, c'est d'essayer d'analyser l'impact paracrine de ces cellules mésenchymateuses sur des cellules endothéliales dermiques ou alors l'activité antifibrotique sur des fibroblastes issus de patients sclérodermiques et donc avec un phénotype sclérodermique. Donc, ce qu'on voit, eh bien, c'est que le compartiment mésenchymateux stromal eh bien, n'est pas significativement altéré par la SSC dans cette activité paracrine angiogénique. Vous voyez que l'effet est quand même nettement moins marqué que la fraction totale. Et en ce qui concerne l'activité antifibrotique, eh bien, là encore, pas d'altération. On a même été à ce stade surpris par le fait que des CSM de patients sclérodermiques avaient plus d'impact pour diminuer le contenu d'alpha-SMA dans les fibroblastes de patients sclérodermiques. Autre compartiment sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est juste des pistes que je vous montre, des résultats très, très préliminaires. On a passé beaucoup de temps à partir de cette biocollection à isoler le compartiment endothélial et en particulier les endothélial colony forming cells qui sont maintenant bien caractérisés dans le tissu adipeux. Alors, les techniques de tri sont beaucoup plus compliquées que ce qu'elles n'y paraissent dans la littérature, mais on a fini par y arriver à obtenir des populations qui sont effectivement de phénotypes totalement compatibles avec celles d'endothélial colony forming cells. Les seuls éléments que je peux dire aujourd'hui, c'est que les données de transcriptome, eh bien, certaines des dysrégulations se voient toujours sur les cellules endothéliales, en particulier l'apéline et GDF15, suggérant que ces cellules endothéliales conservent l'empreinte de la maladie. La fonction angiogénique est en cours, mais c'est une piste intéressante. Enfin, je voudrais vous citer les travaux que nous menons sur la composante leucocytaire. Cette composante, elle est moins bien connue dans la fraction vasculaire stromale et en particulier dans le contexte sclérodermique. Alors, comme on n'est pas des spécialistes d'immunologie, on s'intéresse avec un chercheur qui travaille dans notre équipe aux cellules qui expriment le CX3-CR1, qui, nous l'avons observé, en particulier des cellules NK, qui sont présentes dans cette fraction vasculaire stromale de patientes sclérodermiques.
Or, nous avons travaillé sur cette interaction et nous savons que l'expression de la fractalkine recrute des cellules NK CX3CR1 positives pour concentrer un effet délétère sur l'endothélium et que ce procédé joue un rôle important dans la vasculospathie de la sclérodermie. Nous l'avons montré à travers différents travaux et différentes techniques de co-culture. Donc du coup, une de nos pistes potentielles, ça serait de cibler cette interaction pour limiter la composante inflammatoire de la SSC et améliorer l'homéostasie endothéliale. Voilà. Donc voilà les pistes aujourd'hui. La thérapie par la fraction vasculaire stromale, je dirais globale, dans le handicap de la main de la SSC doit être optimisée, c'est une évidence aujourd'hui. Et nous travaillons, à travers les quelques résultats que je vous ai montrés, à des stratégies d'optimisation, tout en restant dans des procédés d'ingénierie cellulaire extrêmement simples pour pouvoir repartir vers des nouvelles évaluations précliniques et cliniques. Je vous remercie. Et j'ai plein de personnes à remercier, mais je crois que je n'ai plus le temps.